Elle est professeure associée à l'Université de Lausanne. Elle enseigne à l'Université des sciences du sport de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL, où elle intervient en particulier dans la filière formation, activité physique et adaptée. Et elle est aussi membre de la commission des études et recherches de la Fédération française du sport adapté. Donc je vais lui laisser le micro. Je vais prendre celui-là. Il faut que je mette ça. Bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie en premier lieu les organisateurs du colloque de m'avoir sollicité pour participer à ces journées. Je suis ravie d'être là. Je vais essayer de lancer... non, c'est pas ça. De lancer ce qui va m'aider à présenter... Voilà. Là, vous m'entendez mieux? Donc, très bien. Alors, en fait, je vais prendre un peu la suite des interventions donc, qui ont été faites hier, puisqu'on a eu d'abord hier une intervention qui nous a fait un peu l'histoire des dispositifs politiques, en fait, hein, au regard des questions de handicap. Ensuite, on a eu notre collègue, donc Marc Blin, qui a parlé en tant que professionnel. Alors moi, j'ai discuté avec Alexis aussi hier, et puis le titre, donc la commande de l'intervention de ce matin, c'était un sport inclusif. Bon. Là, en gros, je pouvais dire ce que je voulais. Voilà, là, ça marche très bien. Et donc, c'était un sport inclusif. Le titre du colloque, c'était « Cap sur un sport inclusif ». Je me suis dit, très bien, tout est clair. Mais de quoi s'agit-il? Un sport inclusif. On a discuté un peu avec quelques-uns hier, dans les couloirs. Et en fait, je me suis dit, c'est important quand même d'essayer de clarifier ce qu'on veut dire par là. Un sport inclusif, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'inventer ou de créer un nouveau sport, ou une nouvelle façon de faire du sport, ou de nouvelles façons au pluriel de pratiquer le sport? Disons que ce n'est pas très clair. Par ailleurs, faire du sport ou faire de l'activité physique, ce n'est pas non plus toujours très clair. Donc je me suis dit, je vais faire une petite intervention avec un petit volet un peu historique. Vous allez me dire, bon, on ne va pas faire court le samedi matin non plus, hein. Il ne faut pas exagérer, déjà on s'est levé. Je vais aller très vite. Simplement pour faire une sorte de mise en perspective, parce que je me suis dit, en fait, bon, le sport, on ne va pas remonter au sport antique, les Grecs, tout ça, non, le sport moderne déjà. Alors, le sport moderne déjà, ça a un peu plus d'un siècle, hein. On va dire, les historiens disent ça. On peut dater le début, disons, d'une certaine façon de penser le sport moderne des années 1850. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs morceaux que je voudrais articuler aujourd'hui. La réflexion donc, sur qu'est-ce que c'était que cette idée de sport moderne, qu'est-ce que ça voulait dire, le sport amateur moderne. Et puis après, comment la période qu'un certain nombre d'entre nous ont connue de près, donc la période des années 60-70, a transformé en fait ce qu'on appelait auparavant le sport en autre chose, en quelque chose qu'on a appelé à ce moment-là le sport pour tous, on disait. Comme si avant, donc ça voulait dire supposément qu'il n'était pas avant pour tous. Et c'est ce qu'on va discuter rapidement. Et puis maintenant, donc, on dirait on va faire un sport inclusif, ce qui signifie que jusque-là, il ne l'était pas, évidemment, sinon ce ne serait pas la peine de le faire. Alors, je vais faire un peu de discussion comme ça, mais je vais aller très vite. Donc, pour dire que le sport moderne, on dit toujours que c'est un sport qui a été inventé, ou disons réinventé, par les Anglais pour éduquer les adolescents anglais, pour les renforcer, les éduquer, les viriliser aussi. Donc c'est quelque chose, c'est un sport qui est d'abord masculin, qui est d'abord compétitif, qui est d'abord élitiste, parce que c'est les classes aristocratiques qui commencent à être
éduqués au travers de cette pratique, donc, du corps, dont on attend en fait qu'elle produise, qu'elle fabrique des hommes. Alors, évidemment, c'est des hommes blancs, hein, comme on le voit. Et en fait, dès le début du développement du sport, et par exemple au début des Jeux Olympiques, il y avait on se préoccupait de faire pratiquer d'autres catégories, mais pour vérifier qu'ils n'allaient pas être plus performants que les jeunes hommes blancs. Hein. Donc il y a eu, par exemple, aux Jeux de 1904, hein, aux Jeux de Saint-Louis, des journées qu'on appelait les journées anthropologiques. C'était en fait une façon de faire pratiquer entre guillemets, les primitifs, hein, de l'exposition universelle qu'on faisait venir, et on leur faisait faire des activités physiques pour observer en fait la façon dont ils pouvaient représenter leur race, comme on disait à l'époque, puisque c'était une terminologie très, très utilisée. Donc on comprenait qu'il y avait, disons, différents groupes qui étaient affectés à différentes façons de pratiquer le sport. Et puis très rapidement, on a vu des groupes différents qui étaient minorés, qui ont commencé à vouloir pratiquer le sport et puis qui ont monté leurs propres organisations sportives. Donc évidemment les Noirs américains, hein, qui ont monté leur propre ligue sportive. Et puis on avait aussi des questions qui concernaient les femmes, bien sûr, ensuite. Donc une revendication d'accès à cette pratique. C'est-à-dire qu'il y avait plein de groupes qui étaient exclus de cette pratique, mais qui revendiquaient d'y accéder et qui s'organisaient en fait pour essayer de faire valoir qu'eux-mêmes aussi pouvaient faire du sport. Hein, donc les femmes, bien sûr, c'est tout le début du XXe, hein, 1912, hein, le premier club féminin sport. Et les classes populaires également, qui ont donné lieu, donc, dans l'entre-deux-guerres, à l'organisation d'un sport qu'on appelait travailliste. Alors pourquoi je dis tout ça? Je vais aller très vite, c'est juste pour dire que dès le début du XXe siècle, il y a un groupe de personnes dont on dit qui sont déficients, hein, qui ont des déficiences auditives, c'est-à-dire ce qu'on appelait à cette époque-là, au début du XXe, les sourds-muets, qui ont monté également leur propre groupement sportif, dès le début du XXe. Donc on a vu à cette époque-là, donc dans cette multiplicité des groupes qui demandaient à pouvoir accéder au sport et à pratiquer le sport, apparaître donc différents groupes, dont le sport qu'on appelait, enfin que les sourds-muets ont appelé eux-mêmes, le sport silencieux. C'est très tôt, hein, 1911, hein, c'est vraiment très tôt. Donc je reviens sur ça. C'est une histoire vraiment très française. C'est en France et à Paris qu'ont eu lieu donc, les premiers Jeux internationaux silencieux en 1924. Donc on comprend que ce sport amateur, c'était d'abord un sport, on va dire, sélectif, très sélectif. On comprend aussi qu'il y a très peu de gens qui font du sport à cette époque-là, hein, puisqu'on dit qu'à peu près 1 ou 2 à 3% de la population qui pratique le sport avant la Première Guerre mondiale, et qu'il y a environ 10% de la population qui pratique le sport à la fin de l'entre-deux-guerres. Tout ça pour dire qu'avant ça, le sport, ça n'existait pas. Hein, donc c'est une entrée en matière, ce que je fais là, c'est pour dire que le sport, c'est une construction vraiment collective, une invention, on va dire, hein, sociale, qui correspond à une certaine époque, bien sûr, qui a des fonctions sociales, et ces fonctions, disons, vont se transformer au fur et à mesure du temps. Et en fait, il y a différents groupes sociaux qui participent à la définition de ce que c'est que le sport et à quoi il sert. Et puis ça n'est pas stable, hein, ça se transforme parce qu'il y a plusieurs forces sociales qui agissent et qui vont s'immiscer en fait progressivement dans la définition de ce que c'est que le sport. Donc on va dire qu'on peut s'arrêter là pour cette première partie sur la construction, disons, de ce sport moderne qui est très sélectif, donc et très élitiste aussi, et qui attise en fait les envies de participer d'un certain nombre de groupes qui y voient en fait une possibilité d'exister d'une certaine manière. Et à la suite donc de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc il y a un moment assez important. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessés de guerre, donc il va y avoir beaucoup d'impact sur la société française, les sociétés européennes d'une manière générale, puisque la guerre a fabriqué, en fait, hein, la première guerre aussi, mais la seconde guerre également, ces guerres ont fabriqué, en fait, beaucoup de personnes dont on dira ensuite des mutilés de guerre, hein, des invalides de guerre. Mais, donc ils vont s'organiser progressivement, mais il y a les 30 Glorieuses aussi après la guerre, et pendant les années 60-70, on voit donc émerger un projet politique
qui est formulé sous le terme donc, le sport pour tous. Donc on comprend qu'il y a un enjeu de développement, un enjeu qu'on va appeler ensuite, que les sociologues vont appeler un enjeu de démocratisation du sport, ce qui veut bien dire qu'auparavant il était très sélectif et très distinctif en fait, socialement parlant. Et puis là, tout d'un coup, on va créer les conditions, on va essayer de créer les conditions d'un usage politique de ce sport pour qu'il puisse donc être accessible à une population de plus en plus importante. Donc c'est une politique européenne, le Conseil de l'Europe développe une charte européenne en 1975, la charte européenne du sport pour tous. Ça va transformer en fait ce sport amateur et en même temps, il se trouve qu'évidemment, il y a un développement des politiques du handicap. Hier, on en a parlé, on a parlé de la loi de 75, c'est cette première loi, donc c'est ce même moment, les années 60-70, dans lequel on essaye à la fois de démocratiser le sport, de le rendre accessible à la population de manière plus large, et en même temps, on a une loi qui essaye d'orienter le pays vers la remise en cause, on va dire, d'une sorte de ségrégation, d'institutionnalisation très importante des personnes dites handicapées. Donc à partir de ce moment-là, on va, pour les gens qui s'intéressent au sport dans ses relations avec la question du handicap, on va voir apparaître une sorte de discours qui conjugue l'idée de démocratiser le sport avec l'idée de l'intégration, entre guillemets, des personnes dites handicapées. Donc ça veut dire qu'on va avoir une recherche d'un meilleur accès aux activités physiques pour tous les publics, toutes sortes de publics. Donc il y a en France beaucoup de fédérations, les fédérations qu'on dit affinitaires, elles vont se développer beaucoup à ce moment-là pour offrir donc des formes de pratique qui vont être assez différentes du sport, on va dire élitiste préalable, différentes formes de pratique. Ces fédérations, vous les connaissez, la Fédération française d'éducation physique de gymnastique volontaire, la Fédération française pour l'entraînement physique dans le monde moderne, la Fédération sportive et culturelle de France, etc., etc. Toutes sortes de fédérations. Affinitaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas rattachés à une discipline sportive, mais bien à un enjeu, on va dire, d'affinité des gens qui se regroupent. Et on va voir que donc, la question des personnes âgées est évoquée autour de ces périodes. Il y a aussi la question des jeunes, de l'intégration, ou de à l'époque on dit toujours la réinsertion, la réintégration, l'intégration par le sport, la socialisation par le sport des jeunes donc, qui ont des difficultés d'insertion sociale. Donc on met en place des installations sportives nouvelles, c'est le début des sports, ce qu'on appelle les sports de rue, on appelle ça. On commence à, finalement, le sport sort de ces espaces traditionnels de pratique, et sort non seulement des espaces clos, par exemple des gymnases et des stades, mais il sort aussi des clubs. Donc on commence à voir émerger une sorte de soutien politique à des pratiques qu'on appelle, donc à ce moment-là, libres, entre guillemets, on dit libres. Alors, sans s'attarder trop longtemps, on voit qu'il y a différents usages du sport, multiplication des usages du sport qui va se faire. Et puis, en fait, on va créer effectivement les conditions d'un développement très important de la pratique, mais finalement, en même temps que cette pratique, c'est plus tout à fait la même qu'avant. C'est-à-dire, en fait, il y a une modification très importante des façons de faire du sport. En fait, c'est plus vraiment du sport au sens compétitif du terme, ça peut être de l'activité physique, pour l'entretien, pour le loisir, etc. Et dans ce développement-là, il y a aussi le développement donc, des mouvements sportifs de personnes dites handicapées. Donc il y a à la fois les personnes qui ont des atteintes motrices ou visuelles, qui vont s'organiser, puis qui vont développer la Fédération française handisport. Et puis, un petit peu après, des regroupements donc, qui impliquent des parents d'enfants qui ont des déficiences intellectuelles, et puis aussi des profs d'éducation physique, qui vont se développer donc, en club, puis en fédération, donc, pour soutenir le développement du sport pour les personnes donc, qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiques. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, le sport pour tous, la conjugaison du sport pour tous et de la loi d'orientation et d'intégration donc des personnes dites handicapées. C'est les années 60-70, ça dure jusqu'à 80-90. Ça veut pas dire que le sport élitiste, compétitif, etc.,
qui existait auparavant, le sport amateur moderne, disparaît, pas du tout, il est là. Il y a une deuxième couche qui s'est rajoutée, et puis on arrive en fait à 70% pratiquement de la population qui déclare pratiquer une activité physique ou sportive dans les années 80. Donc il y a un développement très très important de la pratique au travers d'une transformation en fait de ce que c'est que le sport. On ne parle plus de la même chose en fait quand on parle du sport, et les gens commencent à dire à ce moment-là, oui, moi je fais du sport quand ils vont courir le dimanche. Bon, et dans les années 50, personne n'allait courir le dimanche, ça n'existait pas. Bon. Donc c'est assez intéressant de comprendre que finalement, au fur et à mesure que se développe l'accès à la pratique sportive, en fait, on transforme ce qu'on veut dire quand on dit sport. Donc du coup, ce qui m'intéresse pour traiter la question d'aujourd'hui, c'est quand on dit aujourd'hui, on va mettre le cap sur un sport inclusif, puisque c'est le programme du colloque, qu'est-ce qu'on veut dire ? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on va passer du sport pour tous, tel qu'on l'a connu, qui était un sport où, vous avez compris, par groupe particulier, donc on créait les conditions de la pratique. Alors, c'était un sport, on va dire, intégratif, puisqu'on était sous le couvert de la loi d'intégration. Donc, on disait, on va essayer d'intégrer les personnes par le sport. Et puis là, on dit, on va faire un sport inclusif. Ça veut dire la même chose ou c'est pas la même chose? Alors, il y a toujours une sorte de confusion sur ça, et les gens discutent pendant des heures pour savoir si c'est la même chose ou pas. Alors, moi, je voudrais dire ça d'une manière un peu plus, disons, sans polémiquer, parce que je pense que c'est des couches. Le sport amateur compétitif élitiste, il existe toujours, il est bien ancré. Le sport pour tous, intégratif, la façon dont on essaye de créer un sport, de créer les dynamiques pour que des personnes puissent s'intégrer par le sport, ça existe toujours. Mais le sport inclusif, c'est une autre affaire. Alors pourquoi c'est une autre affaire? Parce que, en fait, le sport inclusif, c'est comme si c'était un petit morceau d'un projet politique qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire, le sport inclusif, c'est... il y a des colloques sur la ville inclusive, il y a des colloques sur l'école inclusive, il y a des colloques sur la société inclusive. Donc, il ne s'agit pas du sport seulement, il s'agit de transformer en fait un projet de société. Alors il y en a qui disent que une société inclusive, c'est un projet utopique. Ça n'a pas de sens. Une société inclusive, ça serait quoi? Ça serait une société où on créerait les conditions de possibilité de la participation sociale de tous à tout. On sait qu'on est une société particulièrement compétitive, très individualiste, très marquée par des logiques sélectives, etc. Donc on se dit, il y a du boulot, quoi. Bon, en même temps, un projet politique, c'est toujours une utopie. Donc on peut dire, oui, c'est une utopie, mais comment on va faire? Alors on dit, morceau par morceau, on peut tenter de voir qu'est-ce que ça peut être une école inclusive. Une école dans laquelle toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités et incapacités, pourraient avoir une place particulière pour être dans l'école et faire leur cursus scolaire. Oui, c'est un beau projet, mais enfin disons, on est loin encore. On se dit, mais il va falloir changer tout. C'est un peu ça dont il s'agit. C'est-à-dire, pour le sport inclusif, ça voudrait dire qu'il faudrait changer un peu tout, quoi. Alors, oui, peut-être c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que jusqu'à maintenant, dans le sport pour tous, on a développé du sport pour tous, mais c'était des pratiques assez partagées. Pas du tout partagées, assez séparées. Donc les sportifs qui ont des déficiences intellectuelles, ils pratiquent dans les clubs sport adaptés. Voilà, et ils essayent parfois, ceux qui sont les plus performants, d'aller vers la participation sportive avec des personnes dites sans incapacité. Pareil pour les gens qui ont des atteintes visuelles ou auditives. Mais bon, là, un sport inclusif, c'est pas ça. C'est pas ceux qui sont performants sportivement qui vont aller pouvoir pratiquer avec les autres. C'est pas du tout ça. Le sport inclusif, ce serait un sport qui permettrait donc à tout le monde de pratiquer ensemble, quels que soient les niveaux de performance et quelles que soient les capacités et incapacités des gens. Ça, c'est quand même une affaire un peu difficile à penser. Alors, pour être très clair, il y a plein de gens qui font des dessins pour expliquer ce que c'est que la société inclusive. Alors moi, j'aime bien ces dessins, puis je ne suis jamais d'accord. Alors, là, par exemple, il y a un dessin, vous le voyez là, alors à gauche, donc il y a 3 personnages. Il y a une palissade, ils sont derrière la palissade, et puis il y a 3 caisses de la même hauteur.
il y a un personnage qui est très grand, il monte sur la caisse, il voit au-dessus de la palissade. On a un autre qui est moyen en taille, il monte sur la caisse, il voit juste au-dessus de la palissade. Puis il y en a un qui est tout petit, il monte sur la caisse, il ne voit rien du tout. Et là, on appelle ça, puisque les trois caisses sont à la même hauteur, on appelle ça un principe d'égalité. Moi, j'ai rajouté en dessous égalité des droits. Tout le monde a droit à la même caisse. Bon, très bien. On dit, bon, c'est bien l'égalité des droits, mais enfin, ceux qui sont petits, ils ne voient pas quand même au-dessus de la palissade. En fait, l'égalité des droits, c'est bien, mais ça génère, en fait, des inégalités évidentes. On dit, bon, alors, on va faire beaucoup mieux, c'est pas compliqué, on va faire une politique d'équité, c'est-à-dire, on va essayer de créer une égalité des chances. Alors, il y a toujours la même palissade. Bon, celui qui est grand, il n'a pas besoin de caisse, donc il enlève la caisse, mais quand il est debout, il voit par-dessus la palissade. Il donne sa caisse à celui qui est tout petit, et celui qui est tout petit a deux caisses, puis il monte, et puis il voit au-dessus de la palissade. Tout le monde voit. Très bien. Égalité des chances. Non, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on ne donne plus les mêmes choses aux gens, on va créer les conditions différentielles, hein, donc c'est une politique on va dire, de discrimination au sens positif du terme, on va donner des droits particuliers ou des choses particulières à des gens en fonction de leur situation, tout simplement. Bon, pour qu'ils puissent participer. Okay. Donc ça, c'est une politique d'égalité des chances, mais la question de l'inclusion, c'est encore autre chose. Ça serait dans ce dessin, si on suit le dessin, hein, c'est qu'en fait, au lieu de mettre des caisses, de les répartir, de savoir qu'est-ce qu'on donne à l'un à l'autre, on a qui a enlevé la palissade, comme ça tout le monde y voit. Bon, effectivement, comme ça paraît assez simple. On se dit, bon, si c'est que ça, on va enlever les palissades. C'est ça. Alors, c'est bien intéressant cette affaire. Alors, on dit, hier, Marc Blin nous a présenté donc le modèle le modèle dit social du handicap. Hein. Donc moi, je l'ai repris ici parce que c'est un modèle donc, des collègues québécois qui ont monté ça dans les années 90. C'est un modèle qui souligne, du point de vue, disons, des façons de raisonner, comment on raisonnait avant et comment on pourrait raisonner maintenant par rapport à la question de l'inclusion. Dans ce modèle, vous voyez que ce que j'ai mis entouré en bleu, c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, c'est-à-dire en fait la palissade. Donc la palissade, elle est là. Et puis les facteurs personnels, si on prend l'exemple de tout à l'heure, c'est la taille des gens, par exemple, hein, les grands, les petits, tout ça. Dans les relations entre les deux, entre les individus et les environnements, dans la rencontre entre les deux, en fonction de la façon dont l'environnement est fait, on peut générer soit une situation de handicap, c'est-à-dire une situation d'impossibilité de participer, c'est ça que ça veut dire, hein. Une situation de handicap, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas participer avec les autres. On est donc limité dans notre capacité de participation avec les autres. On ne peut pas faire ce qu'il y a à faire avec les autres. C'est ça une situation de handicap. Parce que l'environnement, mais quand je dis l'environnement, c'est la palissade, c'est le matériel, c'est les gens aussi qui font l'environnement humain. Donc l'environnement fait en sorte qu'en fait on ne peut pas participer avec les autres. Ou bien, l'environnement s'ajuste, c'est ça les politiques d'inclusion, on transforme l'environnement, on transforme la société, on transforme le sport, si on parle de sport inclusif, pour qu'il n'y ait plus de situation de handicap. Ça veut dire quoi, plus de situation de handicap? Ça veut dire que tous ceux qui veulent peuvent participer. Donc en fait, dans la case du bas, vous voyez c'est un continuum. D'un côté, il y a la possibilité de participer, de l'autre côté, il y a la situation de handicap, c'est-à-dire le désavantage, l'empêchement à participer. Donc dans cette modélisation, on se dit, bon, c'est ça. Alors un sport inclusif, c'est un autre sport, c'est un nouveau sport. Il va falloir inventer un sport dans lequel l'environnement sportif, puisqu'on parle d'environnement, l'environnement sportif va être pensé, on va réfléchir à cet environnement sportif pour que toutes les personnes, quelle que soit leur capacité et incapacité, puissent participer avec les autres. Bon. Alors on va dire, bon, c'est un beau projet. Puis, je continue avec mes dessins parce que ça me paraît vraiment intéressant. Donc dans ce dessin-là, ça c'est un dessin très connu. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce dessin. Alors il y a 4 modèles, vous le voyez. En haut à gauche, il y a un rond avec des personnes dedans, et puis tout autour, des personnes donc, qui sont dehors, en dehors du rond, et il y a marqué « exclusion ». Bon. À droite, il y a le même rond avec des personnes dedans, et puis un autre rond à côté avec des personnes désignées comme handicapées dedans, et puis il y a marqué « ségrégation ». Bon.
En dessous, il y a ce même rond donc, où il y a les personnes à l'intérieur, et puis il y a à l'intérieur de ce grand rond un deuxième rond avec des personnes désignées comme handicapées à l'intérieur, et il y a marqué intégration. C'est comme si on prenait une bulle, la bulle de l'extérieur, la ségrégation, et puis on la met dedans, puis ça fait l'intégration. Bon, c'est des schémas, c'est pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Et puis, la dernière case, qui est le sujet d'aujourd'hui, l'inclusion. Alors, il y a tout le monde dedans, mélangé, il y en a de partout. Des personnes qui sont désignées comme handicapées, il y a des fauteuils roulants, etc., des cannes, et puis les autres qui sont mélangés. Alors, c'est un schéma qui est devenu classique, les gens utilisent ça pour expliquer ce que c'est que l'inclusion. Moi, je trouve ça assez fumeux. Parce que c'est un schéma dans lequel, en fait, on voit que les gens sont ensemble, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, on ne sait pas. Et surtout, comment ils sont liés ensemble? Il n'y a pas de lien entre les personnes qui sont représentées. Alors moi, ça me pose un gros problème, parce que moi, je suis sociologue, et les sociologues, ce qui les intéresse, c'est les relations entre les gens. En particulier, on travaille en sociologie sur l'idée qu'une société, c'est quoi? C'est des personnes qui sont liées entre elles. C'est rien d'autre que ça, une société. Hein. C'est des gens qui sont liés entre eux. Qui sont liés entre eux de manière interdépendante. C'est-à-dire que ce qu'ils font va intervenir sur les autres, et ils ne peuvent rien faire, en fait, sans les autres. Et les autres ne peuvent rien faire sans eux. C'est ça que ça veut dire interdépendant. Puis une société, c'est ça. On parle d'une société ou d'une organisation sociale, etc. En fait, c'est des groupes d'individus qui sont liés entre eux, et les groupes étant liés également entre eux, de manière interdépendante. C'est ça une société. Donc ce qui est intéressant à comprendre, surtout, c'est quels sont les liens entre les gens. C'est pour ça que le dessin de gauche, pourquoi pas, mais disons, il manque un bout, en quelque sorte, pour moi. Alors, je terminerai un peu sur ça. On parle beaucoup d'autonomie, de dépendance quand on parle d'inclusion. Bon, on ne voit pas tellement le rapport directement, mais disons, quand on travaille sur les environnements, changer le sport, changer les environnements, transformer les environnements sportifs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire penser donc des milieux sportifs dans lesquels les gens pourraient avoir des relations d'interdépendance et jouer ensemble, avec des capacités et incapacités différentes les uns des autres. Ça veut dire, est-ce qu'il faudrait inventer de nouveaux sports? C'est ce que Alexis Vallée nous présentera tout à l'heure. Inventer de nouveaux sports dans lesquels, quelles que soient les capacités, incapacités qu'on a, eh bien, on va pouvoir participer avec les autres. De manière interdépendante, c'est-à-dire que les autres ne pourront pas jouer sans nous et nous sans eux. Bon, c'est un beau programme, disons, d'innovation, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Mais sans aller jusque-là, on peut faire différemment des choses beaucoup plus, disons, simples, à condition qu'on fasse bien attention à ce qu'il en est de la relation entre les gens. Les relations entre les gens, c'est quoi? En sociologie, on s'intéresse beaucoup à ça. On dit finalement, comment les gens sont-ils liés entre eux? Ben, ils sont liés entre eux, en général, par une forme. Hein, c'est ce qui crée le lien social, hein, ce qui est à la base, en fait, du lien social. C'est un principe, disons, relationnel, qui repose sur la question du don, au sens où ce n'est pas un échange contractuel, c'est-à-dire un don, je donne quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je vais le chercher toutes les semaines avec ma voiture pour l'amener au stade. C'est un don de temps, etc. Quand quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre, l'autre en question doit recevoir le don. Il n'est pas obligé, il peut dire « Non, écoute, je n'ai pas besoin que tu viennes me chercher, je peux me débrouiller tout seul. » Bon, d'accord. Ça, c'est une façon de dire « Non, je ne veux pas recevoir ton don. » Bon, on peut avoir de très bonnes raisons de ne pas recevoir le don. Mais si on reçoit le don, et écoute, ça m'arrange parce que je n'ai pas de bagnole, etc., je veux bien que tu m'emmènes. À partir du moment où je reçois le don, cette théorie du don dit, ben, à partir de ce moment-là, je suis en dette. Qu'est-ce que ça veut dire en dette? Ça veut dire que je suis lié avec cette personne.
Un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai un souci, etc. Il faudrait que j'aille à tel endroit, etc., pour chercher un bouquin à la librairie, mais je ne suis pas capable d'y aller, j'ai pas le temps, etc. Il faut absolument que j'aille aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me rendre un service et y aller? Je lui dis, bah oui, j'y vais. Voilà. Et en fait, les liens entre les gens reposent sur cette, on va dire, cette chaîne ininterrompue, sauf si on veut l'interrompre, c'est-à-dire si on veut rompre le lien, du donner, du recevoir et du rendre. Évidemment, tous les gens qui font du bénévolat savent bien de quoi je parle. Et puis, tous les gens qui sont engagés dans des projets divers et variés savent bien de quoi je parle quand je parle de ça. C'est pas du tout la même chose que quand on prend un taxi pour aller au gymnase. Vous voyez ? Parce que le taximan, je lui paye, c'est 10 €, et puis ensuite, il peut m'appeler parce qu'il a un livre à aller chercher, je n'irai pas lui chercher son livre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, cette question donc, des liens, la façon dont on va construire des environnements sportifs, on va inventer des sports dans lesquels tout le monde peut participer, etc. D'accord? Mais la question qui se posera, c'est est-ce que tout le monde peut donner, recevoir et rendre? Parce que si il y a des gens qui ne peuvent pas donner, recevoir et rendre dans ce dispositif, eh bien, ils ne seront pas liés dans le réseau tel qu'on l'a dessiné là-bas. C'est-à-dire des réseaux comme ça qui se développent parce que je donne à un tel, qui donne à un tel, et puis le don, c'est quelque chose qui circule. Ça aussi, c'est important. Parce que je donne à quelqu'un, mais lui, il peut rendre à quelqu'un d'autre ce que je lui ai donné, si on est dans le même groupe. Vous voyez? Parce qu'il peut décider que, par exemple, il y a quelqu'un qui l'amène au club, et puis à un moment donné, le club a besoin que quelqu'un prenne le secrétariat du club, c'est-à-dire soit élu, et puis on cherche quelqu'un pour être secrétaire. Et puis il y a quelqu'un qui peut dire, bon, bah moi, ok, je veux bien être secrétaire, je vais donner mon temps pour être secrétaire. Parce qu'ici, à un moment donné, il a été dans une situation où, dans cette dynamique-là du réseau, il a reçu quelque chose. Ou bien il n'a rien reçu, il donne ça, et ensuite, les autres se diront à un moment donné, bon, mais ça serait quand même intéressant qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Donc le don n'est jamais, quand on donne, on n'attend jamais rien en retour. Mais ce qui se passe quand on donne, c'est qu'on est lié. Si l'autre reçoit ce qu'on lui a donné. Alors je dis ça parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce sport inclusif ou un projet de société inclusive? Il s'agit de créer les conditions, d'inventer les conditions pour que ça se passe. Et pour ça, il faut reconnaître les différences et les capacités et incapacités des gens. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner ce qu'on peut donner et il faut savoir, chacun, ce qu'on est capable de donner ou pas, quel genre de don on peut faire, avec qui, etc., pourquoi. Et pour ça, on doit pouvoir aussi dire ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, etc. C'est assez difficile, hein. Ça veut dire qu'il faut identifier, d'une manière collective et individuelle, il faut identifier les obstacles à notre participation collective et les facilitateurs à notre participation collective. Ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de construire, comment on peut être lié avec les autres, comment on ne peut pas être lié avec les autres, etc. Et donc de penser comment on peut construire ces situations de participation sociale. Donc il faut voir, en fait, dans chaque dispositif dans lequel on travaille, ou dans lequel on est impliqué, parce que généralement on est impliqué jusqu'au bout, voir ce qui se donne, ce qui est reçu, ce qui est rendu, ce qui circule, etc. Comment les gens sont liés. Ça veut dire, en fait, se poser la question, non pas de qui pratique, qu'est-ce qu'on fait comme pratique seulement, mais comment les liens qui sont construits dans la pratique engagent à des relations, disons, d'interdépendance. Très souvent, j'ai longtemps travaillé avec des personnes dans les modèles, on va dire, intégratifs. On me disait, Anne, j'étais prof de gym à l'époque, Anne, il faut que tu amènes telle personne et que tu fasses un projet d'intégration dans tel club. Les jeunes, dans la logique intégrative, pour bien vous faire comprendre la différence avec la question inclusive, dans la logique intégrative, ils me disaient, on arrivait, je les amenais au club, en voiture, et puis, c'est les adolescents, hein. Il me disait qu'il y avait des déficiences intellectuelles, etc. Il me disait, Anne, tu veux bien me laisser là? Laisser où? Là, avant la porte. Avant la porte. Donc, il ne voulait pas que les gens du club sachent
qu'ils étaient à l'IME. Donc ils étaient dans ce qu'on appelle des positionnements de masquage. Ils ne voulaient pas qu'on sache, c'était stigmatisant pour eux, honteux en fait, qu'on sache qu'ils étaient dans une école spécialisée. Donc si moi j'arrivais en disant voilà, je suis prof de gym à l'IME, non. Ils me disaient tu peux me laisser là, je vais y aller tout seul, etc. Très bien. Donc là, c'était pas qu'ils refusaient le don, c'était qu'ils ne voulaient pas que je leur colle l'étiquette. Mais une fois qu'ils étaient là-bas, il fallait qu'ils fassent en permanence comme si ils n'avaient pas de difficulté à comprendre ce qui se passait. Or, ils avaient des difficultés à comprendre ce qui se passait. Donc, en fait, ils arrivaient à fonctionner avec les autres dans le temps sportif, etc. Mais les autres, ils repéraient qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient tel ou tel... Et en fait, tout ce qui se passait en dehors, eh bien, on ne les invitait jamais. Et eux, au bout d'un moment, ils ne pouvaient même plus participer à l'activité sportive, parce que dans cette activité sportive, il y avait des choses qui se passaient qu'ils n'arrivaient plus à comprendre, et ils n'étaient plus assez performants. Puis à un moment, ils me disaient, bah, tu sais Anne, là en fait, ils ne me font plus jouer au match. Ils ne me font plus jouer au match. Et puis au bout d'un moment, ils ne voulaient plus y aller. Ils ne voulaient plus y aller parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus continuer à masquer leurs difficultés particulières. Dans une logique inclusive, on va dire, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Là, on a fait l'expérience, hein, parce que depuis les années 70, on fait ça. L'intégration, ça marche uniquement sur la logique de la performance. Celui qui a une limitation de capacité, mais qui arrive à être aussi performant que les autres, à être comme les autres, il peut s'intégrer. Oui, mais ça ne dure pas longtemps, hein, parce que c'est fatigant. Donc, en fait, le projet inclusif, c'est de dire non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est dans les environnements, on doit accepter, assumer, comprendre, reconnaître et valider les spécificités des uns et des autres. Un tel, il peut faire ci, mais ça, pour lui, c'est difficile. Un tel, il peut faire ça, mais ça, pour lui, c'est difficile, etc. Donc, comment on fait? Et on le fait avec les gens. C'est les gens qui doivent dire ce qu'ils peuvent faire et pas faire. C'est eux qui sont capables de dire « Oh, mais moi, ça, je peux vous le faire, c'est un problème. Hein. C'est un programme informatique à faire, je vous le fais en 2 temps, 3 mouvements. Par contre, s'il faut aller parler devant des gens, j'y vais pas. Il y a des gens qui disent « Moi, je veux bien aller parler devant les gens, mais s'il faut gérer le site informatique, il faut compter sur moi. Hein. » Bon. Donc, tout le monde peut, en fait, participer à ça, mais évidemment, ça suppose de créer des relations un peu différentes. Parce qu'il faut, j'allais dire, rentrer... On me fait signe qu'il faut que je m'arrête. Il faut rentrer dans une relation de déclaration de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire, on sort du masquage. Bon, aujourd'hui, tout le monde a un masque, certes. Moi, j'en ai pas. Non, on sort du masquage et on rentre dans une logique qu'on appelle donc, de reconnaissance des différences. Et des capacités et incapacités. Donc, je vais m'arrêter sur ça, parce que c'est l'heure. Pour dire que bon, ce sport, il reste à inventer, il est aussi un peu utopique, on va dire, mais c'est comme un sport qui va se rajouter, hein, c'est une couche qui va se rajouter au sport pour tous, et qui peut-être, au bout d'un moment, va influencer, comme toujours, beaucoup d'autres choses. Enfin, on l'espère. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse avec cette image parce que c'est une des émissions qui m'intéresse le plus du point de vue du sport et de l'inclusion aujourd'hui. C'est l'émission Vestiaire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On pourrait écouter des heures. Je pense que cette présentation a suscité des questions, des réactions. On va vous faire passer le micro pour que vous puissiez faire voilà. Qui c'est qui Moi je veux bien. s'intéresse je crois qu'on peut... Vous m'entendez? Oui, c'est plus pour l'enregistrement. Ah oui. Pareil, je reviens toujours un peu concret parce que il y a des personnes donc, qui accompagnent ces jeunes dans les clubs, les associations. Je voulais savoir ton avis par rapport à justement la manière d'approche qu'on peut avoir pour arriver à intégrer ce sport inclusif à l'intérieur des clubs, des associations, pour déjà des attitudes à pouvoir fonctionner, voilà, qui est souvent fédérale. Donc, quelle approche, d'après toi, pour, j'ai bien compris, ce système de relation
entre les personnes pour essayer d'initier une manière de voir les choses, pour arriver à ce sport organisé. C'est-à-dire quand on dit, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui accompagnent des personnes dans la pratique sportive, on peut dire qu'il faut savoir si on accompagne des personnes pour qu'elles rentrent dans un processus d'intégration dans le sport pour tous, ou bien si on accompagne des clubs pour qu'ils développent la capacité à accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur capacité et incapacité, c'est pas la même chose. Soit on accompagne les personnes et on est dans le modèle, si je reviens sur ça, on est dans l'idée qu'on va s'intéresser en premier lieu aux facteurs personnels, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes à se lier avec un club ordinaire, c'est une chose, ou bien, ou bien on accompagne des clubs, des structures, des collectifs, c'est-à-dire des réseaux de gens qui sont déjà liés entre eux, à, disons, penser leur offre sportive, si on dit ça comme les managers, leur offre sportive de manière ouverte, c'est-à-dire qu'elle puisse être accessible, quelles que soient les capacités et incapacités des personnes. Donc ça, c'est un autre travail. L'un n'empêche pas l'autre, quand je dis c'est que la politique intégrative, la logique intégrative, c'est on accompagne les personnes, et c'est elles qui font un gros travail d'adaptation, souvent de masquage. Ou bien on est dans la logique inclusive, on accompagne les clubs, et là on crée les conditions, on va dire, de l'invention d'une nouvelle façon de faire du sport, ensemble. Mais tous les clubs ne sont pas intéressés à ça. Il y a des clubs qui sont sur le modèle du sport amateur élitiste, comme on l'a conçu depuis le début, et qui veulent y rester, et puis qui peuvent avoir de très bonnes raisons pour ça. Il y a des clubs qui sont sur le mode, on va dire, du sport plutôt pour tous. Mais quand on dit pour tous, on comprend que si le club ne se transforme pas, c'est les personnes qui doivent se transformer un peu pour pouvoir y venir. Hein. Donc voilà, en fait, on pourrait dire qu'il y a un jeu de la négociation dans les changements. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation, disons, dans la façon de construire la pratique. Et cette pratique, finalement, pour qu'elle soit accessible à tous, il faut forcément que les personnes qui sont concernées par des capacités ou incapacités particulières soient partie prenante de la discussion de comment on fait. Sinon, on ne peut pas le faire. C'est ça. Derrière moi j'avais une question par rapport justement à la notion de don et aujourd'hui du coup avec les associations qui fonctionnent du coup sur le bénévolat et mine de rien quand même la société qui change aujourd'hui avec une société qui est quand même beaucoup plus individualiste et où justement les gens qui participent aux actions du club finalement deviennent plutôt des consommateurs et pas forcément des parties prenantes et du coup qui ne reçoivent pas un don finalement ils ont l'impression de payer une prestation. Et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui dans les clubs on est plutôt en difficulté parce que il y a peu de personnes justement qui donnent et qui donnent du coup peut-être beaucoup et qui s'usent. Et donc voilà, je trouve que le thème aujourd'hui c'est un rapport du coup vraiment à la société et aux représentations qui doivent changer, les mentalités qui doivent changer pour justement tout le monde puisse s'adapter. Mais voilà, il y a vraiment un enjeu sociétal qui est très fort et je trouve qu'on en est loin et presque on s'en éloigne. Oui, merci beaucoup pour cette analyse. Oui, c'est-à-dire, c'est à ce titre qu'on doit dire, bon, avoir un projet de société inclusive pour une société comme la nôtre, qui est une société individualiste, mais comme tu l'as très bien dit, une société de consommation, en premier lieu, effectivement, ça paraît un peu paradoxal, utopiste, ou, pour certains, un peu délirant. Par
contre, ce qui est très clair, effectivement, tu viens de le souligner, c'est que le fait de payer une participation, un cours de sport, ça nous fait sortir dans cette société de consommation, nous fait sortir de la logique du don. Ça, c'est sûr. Puisque quand on paye quelque chose, eh bien, on est quitte, on n'est plus en dette, c'est le cas de le dire, par définition. Donc ça, on comprend très bien. Donc, ce qui est important, c'est aussi de repositionner ça, parce qu'en fait, c'est une problématique politique au sens de projet de société, on comprend bien. Et le sport, en fait, est convoqué pour participer à cette transformation sociétale, on va dire, comme une des dimensions qui peut, etc., participer de ça. Juste un point pour terminer sur ton intervention, qui est essentiel, c'est que, bon, on sait qu'on dit souvent dans les assos qu'il y a des problèmes de génération. Donc c'est les vieux qui tiennent les associations, ou les anciens, entre guillemets, les vieux, enfin bon. Mais les jeunes générations ne s'intéresseraient pas au bénévolat. En même temps, si on comprend que le don, le recevoir et le rendre, c'est la base du lien, bon, ces jeunes gens, ils sont aussi liés quand même, ils ne sont pas totalement déliés. Ils ne sont pas liés tout à fait de la même manière que les vieux, ça c'est normal. Donc il s'agit c'est compliqué, hein, je dirais, mais il s'agit de comprendre comment justement les jeunes générations peuvent se lier, hein. C'est-à-dire comment leur logique du don et du recevoir et du rendre fonctionne. Parce qu'ils ne sont pas... les générations anciennes peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont pas liés parce qu'ils ne sont pas liés de la même manière que nous-mêmes nous l'étions. Bon, ça c'est sûr. Et donc il s'agit de construire en fait cette articulation, on va dire. Mais là encore, on peut dire que c'est des problèmes de différence de génération, c'est des capacités, incapacités à faire des choses telles ou telles. C'est la même chose. Hein. Bon. C'est-à-dire comment on peut penser... Vous savez qu'aujourd'hui, on promeut, à part sport inclusif au sens des personnes qui ont des capacités, incapacités des autres, on promeut aussi le sport intergénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour les mêmes raisons, si on promeut le sport intergénérationnel ou les activités intergénérationnelles, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un problème entre les générations. Voilà. Donc c'est ça, en fait, la question, c'est comment on prend, disons, en compte ces sortes apparentes ruptures du lien. Et on voit bien que le sport, pourquoi il est mobilisé? Parce que c'est une activité qui construit des pratiques partagées, ou qui peut construire des pratiques partagées, à condition qu'on les pense. Parce que ça peut être aussi une pratique très élitiste, très excluante, évidemment. Tous les gens qui ont fait l'expérience de l'enfant dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire le banc le dimanche, comme on dit, c'est-à-dire on se lève à 8h du matin, on arrive au stade pour jouer un petit match de foot, et puis on s'assoit sur le banc, puis on fait le banc, parce qu'on ne joue pas assez bien pour jouer. Bon, bah, ça c'est, on va dire, c'est quand même une façon de penser le sport qui crée, disons, qui ne relève pas, disons, de la logique inclusive, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la personne vient et puis elle reçoit l'assignation à l'incapacité. On lui dit, t'es un incapable. Bon, ça dépend quel sport on veut. Voilà, dans quel sport on veut fonctionner, quel genre de pratique sportive on veut promouvoir. Si la performance est le but principal, on est dans le sport moderne amateur du début, et puis on le fait comme ça, mais c'est affiché comme ça, tout le monde le sait, etc. Et ceux qui veulent faire du sport de performance savent où aller. Et puis il y a d'autres sports. Il y a du sport pour tous, il y a du sport inclusif. Voilà. Je reviens sur je termine parce que Alexis Vallée en parlera tout à l'heure. Parce que évidemment, un sport inclusif, ça doit s'inventer, parce que peut-être ça n'existe pas tout à fait encore aujourd'hui. C'est ça que la question qu'on doit se poser. Et puis comment on fait pour l'inventer? C'est-à-dire qu'il faut l'inventer dans des relations nouvelles en fait entre nous. Je trouvais intéressant effectivement la notion de l'argent qui permet de sortir de la relation. On n'est plus dans la dette, on a réglé notre dette et surtout
pas forcément envie de rentrer dans cette relation. Et je trouve que c'est intéressant de le mettre en parallèle aussi avec le fonctionnement des clubs, parce qu'on donne beaucoup dans les clubs, et quand on parle de sport inclusif, on a souvent tendance aussi à oublier la pratique libre et l'autonomie complète. Et je trouve, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette approche, c'est que l'inclusion réussie, finalement, c'est quand le sportif va trouver sa place, comme on dit, dans le club, mais va aussi trouver sa place pour l'activité dans sa vie. C'est-à-dire quand il va pouvoir mettre en place une pratique libre, une pratique complètement autonome, si c'est ce qui lui convient. Et on est souvent confronté à ces problématiques-là aussi. Aider la personne à s'intégrer dans une activité physique, mais l'aider surtout à intégrer cette activité physique dans son quotidien. Donc je pense qu'au-delà de la notion de pratique de club, il y a aussi la question de la pratique libre et de l'autonomie. Le trail et les activités physiques individuelles sont quelquefois bien plus simples. Je l'ai lu hier sur les tables rondes. On a beaucoup parlé de sport co et très peu de sport individuel. Donc ça sont des choses intéressantes aussi peut-être à évoquer. Oui, c'est très intéressant parce que la pratique libre n'est pas toujours individuelle. On peut aller courir avec des copains, marcher avec une copine, etc. Et là encore, la question du lien entre les gens, de la forme du lien dans la pratique, est essentielle. La plupart des gens vous diront, la plupart des gens qui ont des problèmes de santé et à qui on donne des prescriptions médicales pour aller faire de l'activité physique, les gens qui ont des problèmes de poids ou je ne sais quoi, maladie chronique, on leur dit qu'il faut aller faire de l'activité physique. Ils font avec les profs en APA, ils font un peu de séance et tout ça, puis dès que c'est fini, terminé, ils y vont plus. Parce qu'en fait, ils disent, mais moi je ne vais pas y aller tout seul. Alors, la question, voilà, dès lors qu'ils ont un partenaire sportif, voilà, donc c'est important par rapport à la question de l'autonomie. Être autonome, ça ne veut pas dire être seul. Ça veut dire pouvoir s'auto-organiser peut-être avec d'autres pour faire des choses et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ce n'est pas forcément dans les clubs, vous avez raison, il y a très peu de pratiquants en fait dans les clubs. La majorité sont libres, entre guillemets, c'est-à-dire indépendants des structures. Une question, peut-être la dernière. Pardon, je n'ai pas vu. Donc en fait, il voulais revenir plutôt sur le recevoir et le rendre, parce qu'en fait, là, on est beaucoup dans les échanges, hormis le dernier, on est beaucoup dans le don, en fait, encore. Donc on n'est pas encore arrivé à l'inclusion. Et est-ce que vous avez... Bon, j'y étais pas là hier, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, mais le problème, je crois, est dans le recevoir et le rendre, et comment parvenir au recevoir et le rendre, et à faire comprendre aux gens que s'ils donnent, ils vont recevoir et qu'on va leur rendre. Alors, quand on donne, on n'est jamais sûr de recevoir. Hein, parce que justement, ce n'est pas contractuel, c'est la définition. Si j'achète une télévision, je la reçois. Si je donne de mon temps, je n'ai rien à recevoir en retour, je le donne par définition, je n'ai rien à recevoir. Mais quand je donne à quelqu'un, lui, la question c'est de savoir est-ce qu'il va recevoir ou pas. C'est ça que vous voulez dire. Alors, recevoir, hier, ce dont on a beaucoup parlé, et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça m'a beaucoup titillé hier dans plusieurs ateliers auxquels j'ai assisté. On a beaucoup parlé de l'aide, des aidants, des pères aidants, et puis Isabelle, avec le projet du DEIS, a une dimension sur la question de la pérédance, il y avait un atelier sur la pérédance. Très important parce que quand on donne, il faut recevoir, et puis on sait que tout le système de l'aide peut être connoté de façon variable. L'aide peut être reçue de manière problématique, ou on peut refuser de recevoir de l'aide parce que ça peut être considéré comme gênant d'être aidé. Sous-entendu qu'il y aurait une hiérarchie dans les rôles de aidant et de aidé. L'aidé serait en quelque sorte dominé par rapport à l'aidant. C'est un peu ça le problème. Disons le problème de la représentation.
Donc, dans cette affaire de donner, recevoir, rendre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que celui qui donne, c'est-à-dire en l'occurrence l'aidant, par exemple, dans cette configuration, il donne aussi parce que ça crée du lien. C'est-à-dire, l'aidant, il est dans une posture dans laquelle ce qu'il donne le met en lien avec les autres, par définition. Et que l'aidant, comme l'aider, a besoin de ce lien, comme tout le monde, on va dire. Donc, c'est l'idée de la question de la réciprocité que vous posez, c'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est comment on peut justement... Quelqu'un disait hier, c'est la dame c'est Rachel, j'ai perdu son nom de famille, qui a monté donc, la Maison des Possibles, qui disait, dans la structure qu'on a montée, à certains moments, on est aidant, dans certains dispositifs, parce qu'on sait qu'on peut aider les autres sur telle ou telle chose. Puis, sur telle autre dimension, on n'est pas capable, par contre, on a besoin d'aide et on devient aidé. Alors ça, c'est un dispositif très intéressant. C'est-à-dire, c'est un lieu dans lequel les gens, en fonction du sujet de la discussion ou de l'atelier d'entraide, changent de statut. Donc là, on est dans la réciprocité et donc dans la construction du lien. Et donc, on va dire d'une certaine manière, une remise en question de l'asymétrie des rôles. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que le lien de l'aidant à l'aider, s'il n'est pas conçu dans une logique asymétrique, il devient constructif pour tout le monde. S'il est conçu comme un don sans retour, si les gens qui reçoivent de l'aide imaginent où on leur fait imaginer, où le dispositif les fait imaginer qu'ils ne pourront jamais rendre, ça veut dire qu'ils sont en dette perpétuelle. Non, ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde puisse donner, recevoir, rendre. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Sinon, si je suis mis dans une situation où on va me donner quelque chose en me disant en même temps que je le reçois et que je ne serai pas capable de rendre, ben moi, j'en veux pas. C'est-à-dire que ça me met dans une situation très problématique. Une situation de dette dans laquelle, en fait, je ne peux pas faire poursuivre le lien, faire se poursuivre le lien. C'est ça. Donc c'est-à-dire, il faut arriver à... Oui, c'est intéressant, hein, du point de vue collectif. C'est-à-dire, je le pense aussi, je pense par rapport aux jeunes gens, puisqu'on parle des jeunes. Voilà. Quand les jeunes viennent dans des activités sportives, etc., on leur donne. Ils sont dans des clubs, il y a des encadrants, il y a des animateurs, etc. Il y a les gens qui les accompagnent. Etc. À un moment donné, il faut qu'ils puissent rendre. Donc des adolescents qui font du sport, il faut qu'ils puissent être en situation d'avoir des choses à rendre dans ce club. Il faut qu'ils puissent avoir des responsabilités. Très vite. Pour que justement, ils soient liés. Ils rentrent dans un lien qu'ils peuvent construire, mais où ils ne sont pas dans une position subalterne. Ils sont dans une position de participants. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'ils puissent, disons, prendre des positions d'aidants. Entre guillemets, je m'entends, c'est-à-dire qu'ils puissent donner quelque chose au club. Merci. On va prendre une dernière question, parce que c'est que la matinée est très chargée. Ah oui, on voulait s'arrêter à 11h. Alexis va nous poser une... Alors, merci beaucoup, Anne. J'ai beaucoup apprécié la porte d'entrée. En fait, la porte d'entrée, pour resituer les choses, présenter le sport comme une construction sociale et politique soumise à différentes influences sociales au cours de l'histoire et au cours des décennies. Et à mon avis, ça, c'est l'une des portes d'entrée les plus intéressantes pour comprendre que les choses ne sont pas figées. Et donc, le fait que les choses ne soient pas figées nous amène tous à nous interroger sur nos rôles, nos responsabilités vis-à-vis de ce phénomène qui évolue face à nous, avec nous, entre nous. Donc ça m'a beaucoup plu. Le projet de société suppose une transformation culturelle, une interrogation des normes, et tu
tu as beaucoup insisté sur la transformation d'une sociabilité, d'une forme de sociabilité basée sur l'écologie du don, donc l'anthropologie du don. Et donc ça me paraît effectivement une clé d'interprétation très, très intéressante qui va m'interroger pendant longtemps. La question que je me pose, c'est comment s'opère cette transformation, comment s'opère ce changement social et ce changement culturel. À partir du moment où les personnes, les groupes sociaux ont des points de départ différents. D'un point de vue, je dirais, des représentations vis-à-vis de cette norme culturelle à interroger. Et donc il y a certains groupes, certaines personnes qui sont relativement proches de cette possibilité d'interroger la norme et d'inventer des formes de faire, des modalités, des pratiques différentes et de se mettre en jeu dans l'écologie du don et d'oser créer les possibilités, donner la possibilité à tous de rentrer dans cette grammaire du don, cette grammaire inclusive du coup. Mais il y a beaucoup de gens, et je crois que c'est aussi un petit peu ça la question, il y a beaucoup de groupes et de personnes qui sont beaucoup plus éloignés de cette possibilité d'accéder à ce changement culturel. Et donc, il y a des points de départ très très variés. Et comment on mobilise ces groupes divers et variés à opérer ce changement culturel? Et ça, c'est une vraie question. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à cette idée de la grammaire. Une grammaire ou une tentative, parce que je ne sais pas si c'est possible de parler de grammaire, une grammatisation inclusive dans le monde sportif. Ça peut être sur un plan pratique, technico-pratique, ça peut être sur un plan organisationnel, institutionnel, politique, ça peut être sur un plan culturel, donc sociabilité. Mais je bloque un petit peu toujours face au le comment. Comment? On a jusqu'à ce soir. Non, je vois qu'il y a un contrôle horaire sur moi. Je vais donner une réponse courte, parce qu'en plus, comme c'est une question, je vous remercie, cette question est une question très compliquée. Mais disons, je répondrai sur 2 axes, puis peut-être après on pourra en discuter au café. La première chose, c'est le rapport à la temporalité. Là, je suis reparti du début du sport pour situer justement des éléments du changement. Dans une construction sociale, certes, le sport, mais une construction qui est soumise à nos actions, c'est-à-dire à des forces sociales qui agissent à différents moments, des contextes, des transformations, etc., qui font que sa forme n'est pas immuable, elle est justement malléable, et puis elle se transforme, c'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on veut, pour le dire aussi simplement qu'on peut le dire, au travers du temps. C'est-à-dire qu'il y a de l'inertie dans toutes les institutions, et le sport est une institution, et il y a beaucoup d'inertie comme dans toutes les autres, mais c'est une institution multiforme, donc il y a plus d'inertie d'une certaine manière. Donc cette temporalité, il faut l'appréhender en se disant, bon, tout ce qu'on pense par rapport au sport, il faut le penser dans une dynamique de processus. La première chose. Et la deuxième chose, c'est comment ça se transforme en fonction des groupes qui sont plus ou moins éloignés, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à penser, c'est ça qui est difficile d'une certaine manière, même si ça paraît évident, mais enfin ça n'est pas évident du tout, que ce qui construit le changement social, c'est les forces sociales à l'œuvre. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une force sociale à l'œuvre ? C'est des collectifs qui sont actifs ou qui sont passifs, parce que les collectifs passifs font de la résistance passive et puis ils participent de l'inertie des choses. Les collectifs actifs poussent, disons, au changement. Et le changement social, dans le monde sportif comme dans toute organisation, disons, sociétale, c'est des rapports de force. Donc il y a des dynamiques, il y a des acteurs qui poussent dans un sens et puis il y en a d'autres qui poussent dans un autre sens. Enfin, dans les systèmes démocratiques, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des rapports de force, ça chauffe, et on le sait actuellement. Par rapport à la question, par exemple, de la pratique sportive des personnes dites handicapées,
la question de la position des fédérations, par exemple sportives, handisport, sport adapté, donc les fédérations entre guillemets spécialisées, et puis les autres, par rapport au mouvement paralympique, il y a des enjeux politiques extrêmement forts, ça chauffe, ils s'engueulent, etc. C'est extrêmement serré, parce que si on fait l'inclusion, entre guillemets, dans certaines façons de penser l'inclusion, on doit faire disparaître les fédérations spécialisées. Ah, les gens disent, mais ça va pas, etc. Donc là, voilà. C'est comme ça que ça change. Comment ça change? Ben, ça change, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis à la commission études et recherches de la Fédé du sport adapté, pour cette raison en particulier, pour participer à ces discussions, à ces négociations, je veux dire, entre forces sociales, parce que c'est ça dont il s'agit. Et puis, tout le monde, en fait, quelle que soit sa place dans les structures, est un acteur de ce changement. Parce que ce qui se passe dans chaque club, ça participe de la démonstration de quelle forme va prendre le sport, quelle forme les personnes qui créent le sport veulent lui donner. Parce que c'est évidemment ceux qui pratiquent les activités qui définissent la forme de l'activité. Et puis, ils en discutent, ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, il y en a qui pensent qu'il faut développer du sport plutôt spécialisé, il y en a qui disent qu'il faut supprimer les groupes de sport spécialisés, il faut faire que des pratiques mixtes, d'autres disent mais c'est pas possible, on y arrivera pas. C'est ça dont il s'agit. Comment ça se transforme? Ça se transforme comme ça. C'est qu'il y a des gens qui sont engagés, qui discutent, qui proposent des choses, qui font des choses, etc. Et puisque Isabelle est partie, enfin bon, puisque Isabelle organise ce travail sur le DEIS avec l'équipe de Nîmes, là, et le pôle d'innovation sociale, je crois qu'on est dans un des endroits où, justement, c'est ça qui se passe. Et puis, il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que comment ça se transforme? Ça se transforme comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont engagés à faire des transformations, parce que la façon dont ça se passe, ça ne leur convient pas. Voilà, c'est ça. Enfin, disons que dans une sociologie de sociologie politique, une sociologie des sociétés démocratiques, du changement social, c'est comme ça qu'on pense les choses. Et ce qui est important, c'est comment on peut créer les conditions pour que chacun ait bien conscience que ce qui se passe dans le monde sportif, ça n'est rien d'autre que ce qu'il fait avec les autres. C'est ça la question des interdépendances. Ce que c'est que le sport, c'est ce que nous faisons, nous, quand nous disons que nous faisons du sport. C'est ça, le sport. Donc, chacun a sa responsabilité, disons, dans la façon de définir ce que c'est le sport et l'activité physique, et dans la direction qu'on va prendre. Cap vers un sport inclusif, bon, un cap pour ceux qui veulent, puis il y en a qui ne voudront pas. Et voilà, c'est ça l'affaire. Merci.